Bonsoir tout le monde. Je suis ravie de vous accueillir en cette fin de journée pour la dernière session du forum Météo et Climat, session au cours de laquelle on va parler d'un sujet passionnant et qui accessoirement permet de clôturer sereinement ces fins de mois. On va parler des nouveaux métiers de la transition écologique et on va le faire avec des intervenants qui vont être à la fois inspirants et éclairants. Donc ce temps d'échange, il a été orchestré par Barbara Pichlova et moi je vais être là en tant qu'animatrice de cette session. Et je suis Élodie Binois. Donc pour me décrire en quelques mots, moi je suis slasheuse, mais je suis, on va dire, slasheuse, asso-entrepreneuse, et j'ai aussi fait une reconversion dans la transition écologique pour mettre mes compétences au service d'un nouveau projet de société et aussi acquérir de nouvelles compétences. En gros, j'ai à peu près fait la totale, ce qui fait que je suis vraiment ravie d'être là, c'est pile dans la thématique. Et parmi mes casquettes, je suis présidente et cofondatrice de l'association Ambition Transition. Et avec cette association, ce qu'on cherche à faire, c'est identifier les leviers d'action pour accélérer la transformation de l'enseignement supérieur. Et aussi, ça nous tient à cœur de partager de nouveaux imaginaires liés au travail. Donc de nouveau, une thématique qui nous passionne au sein d'Ambition Transition. Je vais vous présenter nos différents intervenants qu'on va avoir avec nous ce soir, et ils sont nombreux. La session elle va se dérouler sur plusieurs temps. Un premier temps qui va nous permettre d'aborder un constat, un état des lieux de pourquoi aujourd'hui on parle de nouveaux métiers de la transition écologique. Et ça, on va le faire notamment avec Valérie Masson-Delmotte. Donc Valérie, vous êtes scientifique, climatologue, coprésidente du groupe 1 du GIEC de 2015 à 2023, donc ça s'est fini l'an dernier. Et vous êtes aussi directrice de recherche CEA au Labo des sciences du climat et de l'environnement de Paris-Saclay. Et vous avez de cesse de faire d'éveiller les consciences sur la nécessité d'agir face au changement climatique. Pour cette première partie, on a aussi avec nous Nicolas Vergne, qui est dénicheur de jobs engagés sur la plateforme Jobs That Make Sense. Il est aussi cofondateur d'Ambition Transition. Et Nicolas est un passionné sur les sujets de sens, des compétences et du marché du travail. Et donc, il va nous éclairer sur tous ces sujets ce soir. En deuxième partie, on aura des parcours inspirants qui nous permettront de découvrir des différentes manières de s'engager dans la transition écologique. Et dans ce cadre-là, j'ai le plaisir d'accueillir Grégoire Thomé. Donc Grégoire, tu as fait un parcours ingénieur généraliste, puis quelques années en stratégie dans des cabinets de conseil. Et finalement, l'envie de contribuer à un monde meilleur t'a emmené chez Helios, une banque engagée. Donc maintenant, ça va faire 2 ans que tu travailles chez Helios en tant que chargé de l'impact et de la gouvernance. On a aussi avec nous Lola Dubois. Donc pour toi, les métiers liés à la communication au digital n'ont plus de secret, mais aussi le métier de maraîchère. Parce que tu es cofondatrice de Slasher Cueilleur et donc toi-même slasheuse. Et tu as fait le pari d'inspirer une nouvelle génération d'agriculteurs et d'agricultrices à oser se lancer via le temps partiel agricole. Et enfin, Bérangère, qui, toi, après tes études en sciences politiques et d'ingénieur, tu as fait le choix de rejoindre l'association Énergie Partagée, qui est un mouvement français des projets citoyens de production d'énergie renouvelable, et tu es coordinatrice réseau et vie associative, et tu es au cœur des interactions entre bénévoles, salariés, porteurs de projets et collectivités locales. Bref, 3 parcours très différents et qui vont nous permettre d'explorer quelques exemples parce qu'il y en a plein. Donc la liste n'est pas exhaustive, mais on est déjà assez nombreux autour de cette table ronde pour explorer tous ces sujets. Et donc, avant d'aller un petit peu plus loin, je vous invite au cours de cet échange à avoir une posture vraiment d'accueil vis-à-vis de tout ce qui va vous être partagé, à la fois sur la partie constat, mais aussi sur les différents témoignages qu'on va entendre ce soir, et de venir cueillir peut-être des noms de structures, des cheminements qui ont été faits, quelques éléments comme ça qui peuvent vous aider à vous-même cheminer. Et donc vraiment avoir peut-être prendre des petites notes. N'hésitez pas à le faire parce que ça permet aussi de continuer d'aller plus loin. Donc voilà ce que je vous propose de faire pendant tout ce temps. Et puis
Avant qu'on commence cette première partie sur l'état des lieux, on va faire un petit icebreaker ensemble. Un petit icebreaker qui va me permettre aussi, qui va nous permettre, nous tous, de savoir un petit peu qui vous êtes. Donc, je vais dire une description. Et quand vous vous reconnaissez au travers de cette description, vous allez vous lever. Est-ce que... vous pouvez le faire aussi, en effet. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ok, donc levez-vous si vous êtes actuellement étudiant, étudiante. Ok, quelques étudiants, étudiantes dans la salle. Levez-vous si vous vous êtes lancé dans le monde professionnel juste après le bac. Non. On a beaucoup d'enseignement supérieur dans la salle, donc. Si vous êtes en poste... Ah, si, juste après le bac? Ok. Si vous êtes en poste actuellement. Alors... ok. Et peut-être que vous êtes assis. Et est-ce que vous vous sentez déjà engagé? Alors attention, engagé, ça peut être soit au niveau professionnel, donc dans votre boulot, vous êtes engagé, ou ça peut être aussi en tant que bénévole ou autre, vous vous sentez engagé. Donc si vous vous sentez engagé, levez-vous. Ok, donc on est plutôt sur une salle déjà très engagée. On va encore plus vous engager. Ok, très bien. Eh bien, pour commencer ce temps, on va commencer sans plus attendre sur la partie état des lieux. Et pour cette partie état des lieux, et c'est pas pratique avec un micro, j'ai amené un super bouquin que j'ai relu un petit peu pour aborder cette thématique, qui est le plan de transformation de l'économie française, pour ceux qui connaissent pas, et il y a une thématique sur l'emploi. Et quand je regardais cette thématique sur l'emploi, j'ai vu qu'il y avait une partie qui disait qu'il faut cesser de séparer les réflexions sur l'emploi de celles sur l'énergie et le climat à court comme à long terme. Donc, vis-à-vis de cette phrase, je m'adresse donc à Valérie pour vous demander, par rapport à votre regard scientifique, où se joue en fait ce lien entre dérèglement climatique et marché du travail? Comment on peut mettre en lien tout ça? Et du coup, quel est le constat qui nous pousse à avoir cette réflexion sur les nouveaux métiers de la transition écologique? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, et en fait, je propose un petit exercice. Disons-nous qu'on a réussi à construire un développement qui soit résilient face au changement climatique et qu'on a réussi à atteindre la neutralité carbone dans le monde, 2050-2070. Donc on a un réchauffement qui est encore plus élevé qu'aujourd'hui, mais dont on observe la stabilisation. On a réussi à protéger les plus fragiles, on a préservé les écosystèmes et on a décarboné et rendu plus résilients les systèmes énergétiques, l'organisation des villes, bâtiments, transports, l'aménagement du territoire. On a renforcé l'économie circulaire, on a décarboné l'industrie lourde. On a transformé le système alimentaire, la gestion des terres, pour préserver les écosystèmes, leurs services et réduire les émissions de ce secteur en le rendant plus résilient. Et puis, on a transformé l'organisation de notre société pour être plus solidaire, faire face aux pertes, aux dommages, accompagner les personnes qui font face à des enjeux d'adaptation. Voilà, donc ça plante le décor vers quoi on voudrait aller. Et pour y parvenir, dans tous les secteurs d'activité, ça demande de nouvelles compétences, c'est clair. Exemple de compétences, si on revient sur la situation actuelle. Donc, on est face à un changement climatique dont le rythme sur la dernière décennie est encore plus élevé qu'avant, sur le niveau de réchauffement planétaire. On a maintenant les premiers signes d'un ralentissement des émissions de gaz à effet de serre. On est sur une sorte de palier. On n'a pas encore complètement réussi à accélérer le rythme. Donc on voit le décalage entre là où on en est et ce vers quoi on voudrait aller. Et donc, pour pouvoir porter toutes ces transformations que je décrivais, ça demande en fait de nouvelles compétences partout. Ça demande en fait des compétences techniques pour les infrastructures, pour les nouvelles technologies à déployer. Ça demande des compétences sur l'organisation de la société, notamment sur tous ces enjeux d'adaptation, de solidarité qui sont importants. Ça demande des compétences pour comprendre comment on est interdépendant par rapport aux écosystèmes et comment on peut répondre aux besoins des gens tout en les préservant, en nous appuyant sur leurs fonctions et leurs services. Et donc, ça pose des questions justement de formation, d'emploi,
de compétences nouvelles, formation tout au long de la vie pour acquérir ces nouvelles compétences. Et ça demande aussi plus profondément, je pense, d'articuler les politiques d'emploi, les politiques aussi industrielles, de services, pour faire en sorte que l'engagement fort dans cette transition écologique se fasse aussi dans l'intérêt de ceux qui travaillent, dans l'intérêt des activités sociales, structurantes et économiques, avec les particularités propres à chaque territoire. Alors, je ne sais pas si c'est ce que vous attendiez comme image d'ensemble, mais moi, j'aime bien partir de ce vers quoi on voudrait être, et puis revenir en arrière. Et je veux aussi souligner que le besoin de compétences, il est très net. Il y a un travail qu'on a fait avec l'Académie des technologies, par exemple, en se disant, mais aujourd'hui, est-ce qu'on forme suffisamment les gens par rapport aux besoins qu'on aura dans tous les secteurs? Et en fait, non. On a des besoins de compétences de formation de techniciens. On a besoin de formation au métier du numérique en appui à la transition. On a des besoins de compétences d'ingénieurs purement à l'angle simplement technologique, où on voit que parfois il y a des besoins d'emploi, mais on n'a pas nécessairement les gens qui ont été formés pour répondre à ces emplois. Donc ce qui demande vraiment de mieux articuler finalement l'aspiration de beaucoup de personnes dans leur parcours professionnel d'apporter des solutions en fait, de construire cette économie résiliente, décarbonée et la situation actuelle. Je pense que ça l'illustre assez clairement. Et merci déjà pour ce panorama et puis cette envie aussi d'aller de l'avant vers ce monde-là. Et à votre avis, est-ce que ça va impliquer aussi, en termes de métier, de revoir notre relation au travail, de ralentir Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez être utile pour ce monde-là ? Alors, ça demande aussi la capacité dans le cadre professionnel à s'interroger, faire un pas de côté par rapport aux pratiques habituelles et s'interroger sur plusieurs choses. D'abord, en fait, l'empreinte environnementale, le climat, utilisation des terres, biodiversité, l'ensemble des activités que l'on mène, parce que ça va être des choses sur lesquelles on va devoir être capable de porter des transformations de fond. Donc ça, c'est un premier niveau. Et puis, il y a un deuxième niveau qui est parfois, en fait, réfléchir sur le sens même de certaines activités professionnelles, ce qui est le plus difficile, en fait. Et je vous donne un exemple qui est ancré dans ma propre pratique. Donc, c'est le domaine des sciences du climat. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des observations, on comprend les processus, on construit des outils de modélisation pour anticiper. Et pour nous, le contexte d'un climat qui change, ça nous demande aussi de coproduire des connaissances avec les connaissances de tous les acteurs dans tous les autres métiers, dans tous les autres secteurs, pour qu'on puisse distiller à partir de cette base de connaissances en sciences du climat une information qui soit utile, opérationnable en fait, pour ceux qui sont amenés à prendre des décisions, fournir une information à un agriculteur, laquelle, pour que ce soit utile, de quoi la personne a besoin, à quel moment de l'année, quelle est l'information pertinente, ou pour, je ne sais pas, s'assurer que le système électrique ou les systèmes critiques à Paris fonctionnent si on atteint par exemple 50 degrés. Voilà, ça demande à bien réfléchir à quelle est l'information utile pour différents secteurs, pour que les connaissances issues des sciences du climat soient utilisables. Et puis ça nous demande aussi de nous interroger sur notre empreinte carbone. Elle est réelle, comme dans tous les secteurs d'activité. La mesurer, s'interroger sur comment on change nos pratiques, comment parfois on fait mieux avec moins. Et aussi nous interroger, c'est le plus difficile parfois, sur les grands projets structurants, les grandes infrastructures qui ont souvent une empreinte lourde. Et là, c'est délicat, c'est dans l'ensemble du monde de la recherche scientifique et technologique. Parfois, en fait, à court terme, on va avoir des empreintes plus élevées sur des investissements qu'on veut faire. Mais comment on mesure ce que ça peut permettre d'éviter comme risque ou comme émission si le résultat de la recherche se déploie dans la société, et s'en servir aussi pour guider des choix plus structurants. Et on n'y est pas, en fait, à cette étape-là. Mais ça percole, en fait. Ça pose des questions éthiques, ça pose des questions de pratiques professionnelles, où on a aussi des situations qui peuvent être clivantes. Vous en avez peut-être tous fait l'expérience. Pourquoi changer nos pratiques, ancrées, pas toujours explicites, avec des valeurs implicites, qui ont façonné parfois des vies professionnelles entières. Et comment faire en sorte de dialoguer, de réfléchir ensemble, faire ce pas de côté, pour construire un cadre dans lequel on se sente à l'aise, pour ensuite porter des transformations plus structurantes. Et donc ce témoignage que je porte à l'angle de mon propre champ professionnel, je pense qu'il est présent dans beaucoup d'autres contextes, dans beaucoup d'autres domaines. Et donc ça pose aussi la capacité d'être capable de porter des transformations dans différents cadres de parcours professionnels, de sorte à pouvoir engager très largement,
pour que ce soit des transformations collectives, choisies et pas qui soient subies. Et vous avez cité l'exemple notamment de l'agriculture, de leur fournir davantage d'outils. Est-ce que c'est un secteur particulièrement touché? Est-ce qu'il y a des secteurs particulièrement touchés justement sur ces nouveaux métiers ou ces nouvelles manières dont on doit travailler, où il y aura plus ou moins de création d'emplois? En fait, ça concerne tous les secteurs d'activité. Vraiment, de manière diffuse, les impacts d'un climat qui se réchauffe, leurs conséquences, les enjeux de décarboner, ils touchent tous les métiers, tous les parcours professionnels. Cela étant, en fait, ce qu'on voit, c'est que certains secteurs d'activité sont en première ligne par rapport à des risques disproportionnés. Et ce qui est assez frappant, notamment l'analyse qu'on en avait faite avec le Haut Conseil pour le climat sur les enjeux du système alimentaire et de l'agriculture, un rapport rendu en janvier, c'est que les exploitants agricoles, ils sont souvent en première ligne, d'une part par rapport aux pertes et dommages induits par le changement climatique, qui sont pas répercutés, répartis justement, en fait. Et d'autre part, ils sont aussi souvent en première ligne par rapport aux changements de pratiques qui peuvent bouleverser, en fait, la gestion de trésorerie, les pratiques au quotidien, avec souvent un manque d'accompagnement, justement, pour permettre d'investir par rapport aux changements de pratiques. Donc, c'est un exemple de secteur pour lequel il y a vraiment cet enjeu d'accompagnement, d'accès au financement, et aux mécanismes de solidarité, de mutualisation de risques, qui est plus aigu. Et donc, on touche à des enjeux de sécurité alimentaire, c'est une évidence. Et on touche aussi à des enjeux importants côté climat, parce que si le premier facteur des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, c'est les énergies fossiles, à peu près 70%, faut pas oublier que, à côté de spécificités industrielles, l'ensemble du système alimentaire pèse à hauteur d'à peu près un tiers. Voilà. Ok, merci. Et pour repartir sur peut-être un autre sujet, quand on est en poste à l'intérieur d'une entreprise qui doit potentiellement pivoter vis-à-vis de tous ces enjeux, comment on peut porter efficacement les recommandations du GIEC en tant que collaborateur dans une entreprise pour essayer d'accompagner cette mise en mouvement? Et peut-être une question un petit peu complémentaire là-dessus, vu que vous faites beaucoup d'interventions, j'aurais la curiosité de savoir, est-ce que vous êtes déjà intervenu dans des entreprises? Est-ce que vous avez déjà constaté une mise en action sincère sur la montée en compétences en interne des collaborateurs? Alors, je vais pas. Si oui, est-ce que vous avez quelques exemples? Alors, la première chose, c'est le GIEC qui fait pas de recommandations. En fait, il évalue l'état des connaissances et notamment, il analyse si l'on veut collectivement aller vers telle ou telle trajectoire, limiter le réchauffement à telle ou telle ampleur. Voilà, quel est l'état des lieux de ce que cela implique sur le rythme, par exemple, de baisse des émissions des différents gaz à effet de serre, et ensuite sur les leviers d'action. Qu'est-ce qui est indispensable pour que ces trajectoires se réalisent, et sur chaque option, le potentiel, les limites, les coûts, les effets indésirables. C'est plutôt cette grille d'évaluation qui est fournie. Et donc, effectivement, ce que l'on voit, c'est que on a des réflexions qui sont parfois portées en interne. Alors, c'est plutôt les entreprises assez grandes qui ont cette capacité à se doter des compétences pour à la fois répondre au cadre réglementaire européen qui est là et qui s'impose, mais aussi par rapport au fait d'être capable de mener une réflexion interne, une réflexion stratégique. C'est plus difficile pour les petites entreprises de dégager le temps de travail, en fait, ou les ressources. J'ai vu des initiatives type convention des entreprises pour le climat qui sont intéressantes, parce que justement, ça permet de sortir du cadre d'une entreprise ou d'une autre et de partager une démarche collective, y compris le retour d'expérience sur comment on embarque, comment on démarre, quels sont les écueils qu'on peut rencontrer et comment les soulever. Parce que c'est souvent ça, c'est de la conduite du changement. Ce que j'en ai noté, c'est que parfois, c'est assez étonnant, mais beaucoup d'entreprises sont très contraintes par la rentabilité économique, c'est clair. C'est le monde dans lequel ça opère. Et du coup, les changements structurels qui peuvent mettre à mal la rentabilité sont compliqués. Je résume un peu. Voilà, ça c'est clair. Et donc, tout ce qui est le cadre investissement socialement responsable, ça aide. Parce que ça permet de valoriser, si c'est fait de manière sincère, des choix structurels qui donnent plus de fiabilité à l'action qui est mise en œuvre dans les entreprises, pas l'affichage avec des crédits carbone, vraiment le travail de fond. Donc là, c'est important, ce cadre, parce que ça permet de valoriser finalement par rapport aux investisseurs une démarche structurelle. Et puis après, l'autre volet que j'ai noté, c'est le contexte très concurrentiel, compétitif, dans lequel opèrent les entreprises. Et donc là où les choses ont été plus rapides, c'est là où certaines entreprises se disent, moi en fait, si je le prends vraiment à bras le corps au sérieux,
finalement, je serai aux avant-postes par rapport à un contexte concurrentiel, en offrant quelque chose en plus ou quelque chose qui soit fait mieux. Et là, ça permet parfois d'aller plus vite. Le retour aussi que j'en ai eu, c'est que quand il y a des espaces en interne dans les entreprises pour que ceux qui sont les plus engagés parmi les salariés, qui ont déjà, eux, porté des approches de ce type-là ailleurs, qui se sont formés, qui ont un engagement personnel, pour que leurs paroles puissent être entendues, que cela puisse nourrir les réflexions stratégiques de l'entreprise, c'est là où cela fonctionne le mieux. Et quand ce n'est pas le cas, souvent, ces talents-là s'en vont. Donc c'est aussi un enjeu parfois de trouver un cadre qui permette de garder à bord les personnes qui sont porteuses de compétences utiles à l'entreprise et pour qui c'est essentiel d'avoir un cadre de porter des transformations. Et puis le dernier volet, c'est les choses fonctionnent le mieux quand tous ces aspects, on va dire, de soutenabilité, de RSE d'entreprise, sont pas à l'angle de la stratégie de communication. En général, c'est mauvais signe, mais sont pris très au sérieux par l'équipe dirigeante, le comité de direction, selon le nom qu'ils portent. Parce que c'est là où, en fait, quand du haut, il y a vraiment une volonté de réfléchir un peu autrement et de porter des actions structurantes, et puis ensuite, il y a des propositions concrètes qui émergent, c'est là où, en fait, ça peut amener à changer les pratiques plus rapidement que dans d'autres cas. Mmh. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Nicolas qui va nous apporter, lui, sa vision d'expert de job engagé, parce que t'en as fait ton métier. Et du coup, peut-être nous apporter des éléments de compréhension de quand on parle de nouveaux métiers de la transition écologique, concrètement de quoi on parle. Donc on a déjà vu déjà un petit aperçu avec Valérie, mais est-ce que tu pourrais nous donner des éléments de s'il y a différentes catégories, c'est lesquelles dans les nouveaux métiers de la transition écologique? Déjà, je sens qu'on va recruter Valérie qui a l'air de bien connaître le sujet. Peut-être que je peux essayer de vous donner une vision du marché du travail et de ce qu'on appelle des jobs engagés. Pour moi, il y a trois grosses, enfin c'est pas que pour moi d'ailleurs, il y a trois grosses familles de métiers que je pourrais qualifier de engagés. Il y a les métiers ce qu'on appelle verts, les métiers verdissants et les métiers que je pourrais qualifier de métiers classiques mais qui opèrent dans des structures que là on pourrait qualifier d'engagés. Et pour vous donner des gros ordres d'idées, parce que le raccourci peut rapidement être fait de pour la transition écologique il faut être ingénieur. Est-ce que je suis ingénieur? Non. Bon j'ai pas ma place dans la transition écologique, je suis comptable, je suis commercial. Tant pis, mais je suis vachement engagé, mais c'est pas pour moi. Enfin, c'est pas pour moi, ou du moins à l'intérieur de mon métier. J'ai la conviction inverse que qu'en fait, qu'importe son appétence, qu'importe ses compétences, vous avez votre part à jouer et vous pouvez avoir votre part à jouer pour créer la société inclusive et durable de vos souhaits, et ce, quel que soit votre secteur, votre structure, votre poste. Donc, pour vous donner des gros ordres d'idées, il y a 30 000, à peu près, c'est des gros ordres d'idées parce qu'il n'y a pas de stats compilés exacts. Il y a à peu près 30 millions d'emplois en France. Sur ces 30 millions, il y a 150 000 métiers verts à date, à peu près. C'est quoi des métiers verts? C'est les métiers dont la finalité et les compétences visent directement à mesurer, traiter, gérer les déchets, l'énergie, l'eau, etc. Donc ça va être, je suis chef de projet solaire, je suis ingénieur hydraulique. Ça, c'est les métiers, c'est des compétences dures qui nécessitent des formations longues. Il me semble avoir vu, alors que j'ai pas la source, donc mais il manquerait, enfin en tout cas, il manque des ingénieurs. Il en manque peut-être 10 000 pour réussir à la transition écologique sociale. Mais sachez que 150 000 métiers verts par rapport à 30 millions, finalement, ça représente que et Valérie n'hésite pas à me challenger là-dessus. Ça représente que 0,5% des métiers dans la société. Donc en fait là, on n'assiste pas à une transformation de modèle, mais par contre, on assiste à une transformation de tous les métiers et de tous les secteurs. Donc métiers verts, à peu près l'ordre d'idée, je dirais 0,5% des métiers. Après, il y a les métiers verdissants. Eux, c'est les métiers où on a une compétence première, mais on a la nécessité de rajouter une brique de compétences pour faire évoluer son métier, et ce, comme tu le disais juste avant, quel que soit son secteur, que ce soit l'industrie, le tourisme, la finance, l'industrie, l'agriculture, etc., ou même, la personne qui en gros qui va installer des pompes à chaleur. En fait, peut-être qu'avant elle installait des chaudières. En fait, en faisant évoluer son poste et en installant des pompes à chaleur, ça devient
son métier évolue et donc du coup intègre la transition écologique dans son métier. Et ça, on peut le faire que ce soit tiens, mais en fait je fais la finance durable, ah bah tiens en fait je fais l'agriculture, mais maintenant je fais l'agroécologie, ah bah tiens j'avais une industrie, mais maintenant je transforme tout la supply chain pour inclure ces enjeux. Donc voilà, donc là, métier verdissant, c'est 4 millions d'emplois à peu près aujourd'hui, c'est 15% du marché du travail. Et enfin, il y a les métiers que je qualifierais de classiques. Moi, en soi, vulgairement, je suis un commercial. Moi, mon talent, à la limite, c'est de faire des blagues et de ramener de l'argent pour contribuer à la rentabilité économique du modèle de Job that Makes Sense qui lui vise à aider des millions de personnes à s'orienter vers un job impact positif. Mais pour recruter, pour avoir un impact pérenne, etc., notre système il faut qu'on paye les salaires. Bon bah c'est mon taf que de payer les salaires. Mais dans l'absolu, moi on me demande de décarboner une entreprise. J'en sais fichtrement rien. J'appelle Valérie et Valérie elle sait qui appeler et donc du coup etc. Mais ça, ces métiers, ils sont plus niches du tout. Je dirais qu'on pourrait donner deux ou trois grosses catégories de structures engagées. Il y a déjà tout ce qui est emploi public. L'emploi public, c'est 20% du travail en France. Et donc du coup, quand on travaille dans une structure étatique, gouvernementale, et ça prend bien des formes, hein. C'est pas que le gouvernement, ça va être l'ADEME, ça va être une collectivité, etc. Bah, ça a une mission d'intérêt général. Et après, il y a tout ce qu'on pourrait qualifier, je le simplifie en l'ESS. L'ESS, c'est quoi? C'est toutes les assos, toutes les fédérations, toutes les mutuelles, toutes les structures labellisées ESUS. Ça, c'est, selon les stats, je dirais, simplifions à peu près 3 millions de l'emploi en France. Et donc, du coup, tous ces métiers agissent sur la transition écologique et sociale, non pas par leurs compétences en tant que telles, mais de par la structure de par la finalité de la structure dans laquelle ils contribuent. Donc, moi, je travaille dans l'asso qui s'appelle Make Sense. Le comptable de Make Sense, le marketeur de Make Sense, le commercial de Make Sense, pour moi, contribue à la transition écologique à travers son travail. Tu veux que je fasse une pause? Non, oui, mais je vais te faire une relance du coup. Moi, ça m'intéresserait donc super vue de tout ce que ça peut être comme type de métier. J'aimerais bien savoir les profils de personnes qui postulent via Jobs That Make Sense. C'est quoi les attentes des candidats en général? Est-ce que vous avez constaté, en plus de vouloir un job engagé, est-ce qu'il y a une mutation justement des attentes des salariés? Je sais pas, sur le nombre d'heures, de jours travaillés à la semaine, etc., etc. Et aussi le type d'offre que vous proposez en général, c'est sur quel type de métier. Enfin voilà, si tu as quelques données sur tout ça. Alors, type d'offre, type de profil, type d'attente. Tout ça en 3 minutes. Alors, du coup, nous, ce qu'on remarque, malheureusement, en termes de type de profil, mais ça représente pas tout le marché. Aujourd'hui, on a beaucoup je dirais que 2/3 de notre audience est plutôt une audience diplômée. Et en fait, cette crise de sens vient en fait du décalage entre l'attente toujours plus importante de la population à avoir un job du sens et avec un marché du travail qui est vachement plus lent à se transformer. Et en fait, on voit que le Covid a été un accélérateur de confiance. Si je devais faire une image, c'est comme si, je la prends à un collègue, c'est comme si jusqu'en 2020, on était une grenouille dans une marmite qui se réchauffait peu à peu. Et en fait, on se rendait pas trop compte que ça se réchauffait. Et tout à coup, il y a eu on s'est reconnecté à la nature, on a plus pris son temps, on a eu plus de temps juste pour se poser des questions. Et on s'est dit, oulala, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la finalité de mon travail? Et donc, du coup, là, il y a eu une vague il y a eu plein de mots il y a une vague de démission, il y a une vague de quiet quitting. Le quiet quitting, c'est le phénomène de rester dans son travail, mais de se mettre vraiment au minima et de se dire, OK, je rase les murs, je fais ce qu'on me demande et je cherche du sens un peu ailleurs. Peut-être via du bénévolat, via un engagement autre. Et après, il y a ce qu'on appelle le conscious quitting. Aujourd'hui, il me semble que il y a 70% des personnes qui seraient prêts à refuser un travail dans une structure polluante pour une structure plus vertueuse. Et donc, du coup, ça c'est, OK, je quitte mon travail parce que je ne suis plus en accord avec le pourquoi, la finalité de la mission de la structure. Donc ça, on voit qu'il y a une vraie accélération des consciences et Job at Make Sense, qui était un projet bénévole en Covid, il y a eu une explosion des visites alors que c'était, il y avait personne qui gérait, c'était juste de façon organique. Donc ça, premier phénomène. Aujourd'hui, la quête de sens, elle touche tout le monde, toute génération, tout métier. Et je pourrais rentrer dans le détail de ça veut dire quoi avoir du sens. Posez-moi la question si vous voulez, mais là, j'essaie d'aller à l'essentiel. Donc ça, c'est le premier sujet. Deuxième point tu m'as dit quoi? Tu m'as dit profil, métier, attente, merci. Avoir un job qui a du sens, on pourrait se dire, OK,
juste du simple fait que je travaille dans une structure qui a priori a un impact positif. Je vais prendre un exemple. Je sais pas moi là, le bien-être des animaux. Bah moi je pourrais me dire ok, je bosse à la SPA, du coup je dois être aligné, heureux et me sentir utile puisque je travaille dans une structure qui vise le bien-être des animaux. Oui, mais moi en vrai, enfin je suis pour le bien-être des animaux, il y a pas de sujet, mais c'est pas mon combat à moi. Et donc du coup il y a une attente de pour moi un job, le job, votre ikigai, ce qu'on appelle l'agrégat de un job dans lequel vous êtes bien, qui correspond à vos compétences, dans lequel vous êtes rémunéré et qui contribue à ce en vous croyez, en fait, c'est le somme des 4. Et donc, du coup, vous avez le droit de pas être heureux dans un job qui, a priori, est dans une asso qui est sympa, mais c'est pas votre combat. Cette logique sacrificielle de se dire, parce que je travaille dans une asso, dans une structure qui fait le bien, j'ai pas le droit de quitter ce travail parce que au final les conditions de travail me conviennent pas. Ça, de plus en plus de personnes ne sont plus ok, et je vous incite à ne plus être ok avec ça, être dans une logique sacrificielle de je fais le bien et je m'écoute plus. Oui, mais ça amène des tas de burn-out. Et donc du coup, en fait, est-ce que vous voulez travailler en ville, à la campagne? Est-ce que vous voulez du télétravail, pas du télétravail? Quel est votre RIB, le revenu induit pour vos besoins? Là, ça y est, je pars en live, Hello, tu m'arrêtes quand tu veux. Moi, aujourd'hui, il y a aussi un décalage en termes de salaire. Quitte à partir, en fait, on pourrait se dire tout le monde veut du sens. Oui, mais l'attente numéro 1 des candidats, ça reste le salaire. J'imagine que comme une structure a besoin d'être rentable, nous on a besoin de manger aussi, et donc du coup on a besoin d'un salaire. Oui, mais en fait, moi j'inciterais toutes les personnes qui voient un peu leur valeur de marché de se dire ah ouais, mais je pourrais avoir, je sais pas moi, par exemple moi je suis un directeur commercial de 7 ans d'expérience, j'imagine que je pourrais gagner 100 000 euros sur le marché. Oui, mais en fait, est-ce que vous avez besoin de 100 000 euros pour vivre? Est-ce que ça va vous rendre heureux? Et en cherchant 100 000 euros, oui, vous vous coupez potentiellement de toutes les opportunités des structures dans l'ESS, par exemple, qui visent dans leur statut une lucrativité limitée, etc., etc. Donc moi, ce que je vous incite à être entre la logique de valeur de marché que nous inculque le marché et une posture sacrificielle, c'est à calculer le revenu induit pour vos besoins, c'est-à-dire que vous sommez, ok, j'ai besoin de quoi pour vivre? Loyer, salaire, épargne, vacances, week-end, ce que vous voulez, enfant, et hop, ça arrive à un montant donné, et visez ce montant donné, et en vrai, du coup, on se rend compte que a priori, c'est hyper ok de vivre avec tant de salaire, et viser ce salaire. Je suis allé vachement loin. C'était génial. C'était quoi la question? C'était génial. Merci beaucoup. En tout cas, ça permet de comprendre que finalement, cette notion de nouveau métier de la transition écologique, en fait, ça touche énormément de choses. Là, on est face, en fait, aujourd'hui, à une urgence, on peut se le dire, qui va impliquer et qui va toucher pas mal de secteurs qui vont devoir revoir comment ils sont en train de se développer, et puis aussi des montées en compétences, des métiers qui vont être modifiés, qui vont évoluer, certains vont disparaître. Et juste pour clôturer ce petit temps, et puis si on a le temps par la suite, on pourra faire des ajouts d'informations, mais qu'il y aura finalement, et c'est cité dans le plan de transformation de l'économie française, si on revoit toute cette manière de fonctionner et quels sont les secteurs et les métiers réellement utiles, il va y avoir 300 000 emplois de générés par la transition écologique. Donc il y a réellement plein de choses à réinventer. Et puis Nicolas l'a cité aussi, et Valérie aussi, c'est aussi toute la dimension du relation au travail qui est à revoir aussi, donc pas mal de choses à reconsidérer.